Alors on est toujours à Saint-Maur-en-Poche avec Yasmina Khadra et Maëlys de Kerangal, qui sont certainement deux auteurs de langue française parmi les plus originaux et les plus talentueux aujourd'hui. Ils ont un point commun dans leurs œuvres, c'est d'interroger le collectif et la façon dont les hommes peuvent dialoguer avec ou malgré leurs différences. Alors Yasmina Khadra, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un nombre incalculable. Faut commencer par les dames d'abord. Ah oui, mais j'ai décidé de faire autrement. Je vais faire autrement. Ah ok, d'accord. Okay. C'est pas grave. Vous êtes l'auteur d'un nombre incalculable de livres qui sont assez géniaux, je trouve, pour ma part. Les Hirondelles de Kaboul, La Tendra, Les Sirènes de Bagdad, Ce que le jour doit à la nuit, et j'en passe. Le dernier, Qu'attendent les singes, qui est paru chez Julliard. Et vous êtes aussi une source d'inspiration folle pour les cinéastes, parce que les 4 livres que j'ai cités sont en cours d'adaptation au cinéma ou ont été déjà adaptés au cinéma. Vous nous raconterez tout ça dans quelques instants. Maëlys de Kerangal, vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans, Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, La rue, Réparer les vivants. Vous avez eu de nombreux prix littéraires. Et vous êtes ce qu'on pourrait appeler une auscultrice de l'âme humaine. Réparer les vivants, Naissance d'un pont et Corniche Kennedy, qui sont 3 livres qui sont parus en folio, sont aussi en cours d'adaptation au cinéma, les 3 en même temps, donc c'est assez étonnant. Alors première question, Yasmina Khadra. Dans votre dernier livre, Qu'attendent les singes, comme dans tous vos ouvrages, enfin surtout aussi vos premiers ouvrages, il y a une constante, il y a le bien et le mal, la relation du bien et du mal, comment vous oscillez entre ces deux moments. Pourquoi cette obsession de traduction des oscillants de l'âme humaine entre justement le bien et le mal? Pourquoi cette obsession? Parce qu'elle est nécessaire. C'est un éclairage sur ce que nous sommes véritablement. C'est aussi une voie qui est tracée devant nous et c'est à nous de choisir quel destin prendre. Le mal ou le bien. Aujourd'hui, le monde est complètement déphasé. Il est devenu schizophrène. Je pense que le monde est sénile aujourd'hui. Il ne sait plus où est son bien. Donc, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas s'orienter vers ce qui est beau, forcément, on va vers ce qui n'est pas beau. Et donc, moi, j'essaie de répondre à tout ça. Je suis quelqu'un qui interroge son époque. Je veux comprendre qui je suis. Quelle est cette planète? C'est quoi cette humanité? C'est quoi le 20e et le 21e siècle? Donc, j'essaie d'aller à travers mes livres. Enfin, c'est une quête névrotique pour moi de savoir. Voilà, c'est une curiosité saine qui m'aide aussi à voir, à trouver qu'il est possible de dépoussiérer les passerelles qui unissent les peuples. Je suis algérien, mais je suis adopté partout, et c'est la preuve que l'homme est capable d'aimer partout où il est. Alors, quelles sont les questions que le monde vous pose aujourd'hui? Si je suis marié ou pas, je dis je suis marié. Maëlys de Kerangal, dans Corniche Kennedy, dans Naissance d'un pont, ou même dans Réparer les vivants, c'est 3 livres qui sont très différents, mais il y a une constante, c'est le rapport au collectif, la place importante du collectif et du rapport qu'on a au collectif, et aussi un jeu constant entre l'intérieur et l'extérieur. Pourquoi cette préoccupation permanente? Je pourrais faire une réponse un petit peu comme celle de Yasmina Khadra. C'est une manière pour moi d'interroger le monde dans lequel je vis. Il y a aussi une démarche littéraire. J'écris des livres où il n'y a pas de personnage principal, mais où l'action est le personnage principal. Mais aucun personnage ne prend le pouvoir. Et je trouve ça assez stimulant. Et c'est vrai que le roman est souvent le lieu du sujet, le lieu du moi. Et je trouve que c'est pas mal de failler, de diffracter ce moi dans des entités. Donc moi, je me suis intéressée plutôt, dans les derniers livres que vous avez cités, pas Corniche Kennedy, mais Naissance d'un pont et Réparer les vivants, à des espèces d'épopées collectives qui, pour moi, font quand même résonner le contemporain. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble et donc avec un livre où les hommes et les femmes convergent dans un périmètre d'où va sortir ce pont. Et l'autre livre est plutôt le roman d'une transplantation cardiaque, où là, il est plutôt question d'une forme de solidarité. Et à travers le motif de la transplantation, ce que je voulais justement, c'était interroger le corps singulier et le corps social, l'individu face au groupe, l'être humain face à la communauté, en fait. Et est-ce que tous les deux, vous diriez qu'il y a un manque d'épopée collective? Parce que finalement, c'est aussi des choses qui sont présentes dans vos livres, c'est justement ce besoin d'épopée collective, ce besoin de rêve collectif. Est-ce que c'est quelque chose que
que vous avez l'impression qu'il manque aujourd'hui dans le monde actuel? Au contraire, nous vivons justement un monde d'épopées. Mais ce sont des épopées malsaines, ignobles, criminelles, meurtrières. Alors que, oui, moi j'aimerais bien que l'humanité aille vers des épopées beaucoup plus belles, comme partager quelque chose, faire l'amour, se réinventer les rêves. Mais malheureusement, les épopées ont un goût de sang et un goût de cendre. Ce sont des enfers itinérants qui brûlent tout ce qui pourrait un jour nous faire rêver, et c'est dommage. Mais justement, le rôle de l'écrivain, pas tous, ils ne sont pas obligés d'aller dans cette direction, les écrivains, mais certes, toutes les bonnes consciences, qu'elles relèvent de la littérature ou de la médecine ou de l'humanitaire, doivent justement se battre pour qu'il y ait des épopées très belles et très généreuses. Vous êtes d'accord avec ça, Maëlys de Kerangal, ou comment vous voyez cette question de l'épopée collective positive pour finalement qu'on vive mieux ensemble? En tout cas, ce qui est assez stimulant, c'est cette question de la communauté, et notamment la manière dont les désirs, les intentions s'agglomèrent ou mal dans un ensemble. Moi, ce que je trouve assez intéressant, justement, c'est que le roman puisse prendre en charge ces gestes-là, ces espèces d'épopées, et d'essayer de retrouver dans le réel des trajectoires, des lignes qui sont des chemins où quelque chose s'accomplit, sans forcément les voir en surplomb, mais les accompagner dans leur accomplissement. Et là, il y a quelque chose d'assez, je dirais pas optimiste. Je ne suis pas optimiste. En revanche, c'est des livres lestés d'une forme de positivité. Quelque chose s'accomplit et on accompagne cette chose qui se fait tout au long du livre. Alors, il y a aussi autre chose qui vous rassemble tous les deux, je trouve, à la lecture de vos livres, c'est l'utilisation des images et des métaphores pour faire passer un sentiment, une émotion. Et en fait, je voulais vous demander comment vous travaillez ce recours à l'imaginaire. Pourquoi ce recours à l'imaginaire pour finalement raconter le réel? La littérature, c'est d'abord l'esthétique de la banalité. Voilà, c'est trouver un relief à la platitude. C'est trouver un sens à ce qui nous échappe. Trouver un repère à l'indicible. C'est ça la littérature. Donc elle est obligée d'aller titiller un petit peu la réalité et lui trouver d'autres portes dérobées capables de l'expliquer mieux. Parce que ce que nous vivons tous les jours pourrait nous paraître comme des choses absolument banales. Mais à travers la littérature, cette banalité trouve quand même un certain relief, une consistance. Voilà, c'est ça la littérature pour moi. Elle nous aide peut-être à mieux apprivoiser notre propre destin et à être souverain de nos jours, même si on n'a pas les moyens de changer quelque chose. Mais le fait d'y croire, c'est déjà croire au rêve, c'est vouloir changer quelque chose. Moi, je suis un grand rêveur. J'écris parce que je rêve. La métaphore, ça fait partie de ma vie. Elle est ma pulsation, elle est cette électricité qui me traverse. Vous êtes d'accord avec ça, la littérature esthétique de la banalité de notre vie? Je sais pas si je sais pas si je le dirais comme ça, mais en revanche, là où je suis totalement d'accord avec Yasmina Khadra, c'est le rôle du rêve, et qu'en fait, le rêve, ce sont souvent des images. Hein. Et ce qu'il y a je trouve d'intéressant dans cette idée de creuser, de travailler, d'élaborer des métaphores, c'est l'analogie. C'est-à-dire de considérer que une action, je sais pas, un visage, une rencontre, un geste, ne sont pas font orphelins. penser quelque chose. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. On n'est pas justement dans cette espèce d'immédiateté, il y a une transformation, il y a quelque chose d'analogique. Pour comprendre quelque chose, on passe par autre chose, on passe à travers d'une autre forme pour atteindre celle qui nous intéresse. Et par exemple, je sais pas, certains livres sont des métaphores entières. On peut se dire que, je sais pas, est-ce que construire un pont, c'est pas une métaphore politique de ce que serait, par exemple, un idéal de démocratie utopique. Enfin, vous voyez, il y a des... Et je trouve que c'est... Ça, pour le coup, c'est parce que la littérature, c'est d'abord un travail dans le langage, qui se passe à travers le langage et dans le langage. Et ce que nous donne le langage, c'est ces analogies, c'est ces images, en fait, qui permettent d'atteindre quelque chose de plus. Alors, vous parliez justement du rêve il y a quelques instants. Le cinéma, c'est aussi du rêve.
Et je l'ai dit tout à l'heure, vos livres, à tous les deux, sont en cours d'adaptation ou ont déjà été adaptés. Et je voulais vous demander comment on travaille en tant qu'auteur de la matière première du scénario, comment on travaille avec le réalisateur ou avec les gens qui ont décidé de s'emparer de votre œuvre. Comment... Ben, je commence d'abord par m'excuser parce que le ramadan commence à s'épaissir sur ma langue, donc je m'excuse s'il y a des lapsus. J'ai soif, voilà, c'est le ramadan. Non. Il veut m'envoyer en enfer alors que toute ma vie a été un enfer. Non, il faut laisser. Non. Je crois que c'est toujours gratifiant de voir son travail adapté au cinéma. Moi, je trouve que c'est merveilleux. En même temps, il faut s'attendre à l'autre tranchant parce qu'on ne sait jamais ce qu'on attendait. Et puis, quelquefois, il y a une trahison qui n'est pas monstrueuse, mais qui est quand même assez déplaisante par endroits. Mais voilà, par exemple, le dernier, Qu'attendent les singes, il y a un réalisateur qui voulait absolument le faire. Et je suis tellement traumatisé que j'ai dit non, je vais le faire moi-même. Mais c'est merveilleux le cinéma. Voilà, je suis un cinéphage. Pas plus qu'un cinéphile, je suis un cinéphage. Et j'écris aussi pour le cinéma, parce que je fais aussi des scénarios qui n'ont rien à voir avec mes romans. Et ça me protège. Parce qu'un scénariste, quand le film sort, personne n'en parle. Donc on est épargné. Alors que lorsque sort un roman, alors tous les détracteurs sont là pour vous fusiller. Donc c'est bien, de temps en temps, ça me permet de me rassurer un petit peu. Et l'écriture est différente, l'écriture d'un scénario est complètement différente de celle d'un livre où vous travaillez de la même façon? Non, absolument. Le scénario, c'est quelque chose de très facile pour moi parce que c'est imaginer. C'est l'action et le dialogue. La difficulté pour moi, c'est la langue. Quand je travaille cette langue qui est magnifique, la langue française, pour moi, c'est la plus belle langue du monde pour le roman. Donc, il faut que je la mérite. Et pour la mériter, il faut que je me batte avec elle. Et je sais qu'elle m'aime. Mais elle est tellement, comment dirais-je, elle est rétive. Donc, elle me cède des choses au compte-goutte. Mais à travers cette goutte, moi, je fais des oasis. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Comment vous travaillez, vous, avec les personnes qui ont pris en charge l'adaptation de vos livres? Alors, moi, je considère que j'ai écrit mon livre et que ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ce texte va être piraté, déplacé, subjectivé par un autre artiste. Donc, en fait, j'ai plutôt tendance à ne pas participer à ce travail. Après, j'aime avoir un lien avec ce travail. Par exemple, j'aime pouvoir lire le scénario. Mais si vous voulez, je me dis que moi, je le sais, ce livre. Et donc, je pense que je serais quand même un élément entravant pour la personne qui travaillerait à l'adaptation d'un de mes livres. Parce que, par exemple, je dirais, mais non, lui, il peut pas avoir les cheveux blonds s'il n'est pas comme ça. Vous voyez, c'est pas possible, ça. Il faut que le réalisateur, le scénariste s'empare, s'approprie quelque chose. Donc, il faut aussi un peu le lâcher, voire s'en séparer. Et cette séparation, elle ne va pas de soi en même temps. Il faut vraiment trouver un intérêt artistique, intellectuel, littéraire à l'adaptation. Elle ne va pas de soi, cette séparation. Elle peut être un peu douloureuse. Mais moi, je considère quand même qu'une adaptation fidèle, ce n'est pas forcément une adaptation littérale. Ce qui m'intéresse davantage, c'est que le réalisateur, en tant qu'artiste, se saisisse du livre. Je trouve ça plus intéressant. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux.